Salut tout le monde, c'est Marie qui prend la parole aujourd'hui. Si j'y arrive, si ça marche, si on est vraiment en direct, puisque normalement je enregistre soit sur ma page ici présente, euh, ensuite je télécharge le fichier sur mon téléphone, puis je le mets dans Facebook sur mon compte, ma page Rue Maltais. Et ensuite, je le mets aussi sur YouTube. Et là, je l'ai enregistré directement depuis mon ordinateur pour ensuite avoir le fichier original là, sur mon ordi, puis avoir une qualité d'image qui soit décente aussi, parce qu'un fichier qui est enregistré sur Facebook, quand on l'enregistre ensuite sur l'ordi, là, ça perd en qualité. C'est pas une qualité incroyable, donc c'est pas l'idéal non plus. Et ça fait en sorte que lorsque j'enregistre le fichier en live sur Facebook, je suis pas nécessairement propriétaire, là, première propriétaire des choses que je dis. Donc c'est pas la première fois là, que je me retrouve. Là, on me dit ici sur mon téléphone que ma vidéo Facebook est terminée. Donc, je vais juste quand même avec vous voir là, ce qu'il y en est de ça. Parce que moi ici, ça m'indique là, que j'enregistre bien. Donc, j'ai pas de confirmation en fait là, que mon vidéo, ça semble être en ligne et je suis pas certaine non plus. Puis comme je vous disais, là, j'ai dénoncé de nombreux conflits d'intérêts là, avec les GAFAM, là, dont Microsoft, Facebook, etc. Mais c'est pas la première fois, comme je vous disais, là, que ma caméra s'arrête, de fonctionner mystérieusement. Et puis, comme j'ai essayé d'expliquer là par le passé, j'étais très motivée à Toronto de produire du contenu de façon régulière, de façon constante, de façon avec de rigueur et faire du contenu de qualité. Mais les empêchements et les bugs informatiques nombreux m'ont empêché là, finalement de le faire. Puis là aujourd'hui, j'arrive pas à faire les choses de la manière dont ça me plaît. Donc, je me sens un peu obligée de fonctionner de cette façon-là pour l'instant. Donc, je vais fonctionner comme ça pour aujourd'hui. Et puis, on va voir par la suite là, quelle décision je vais prendre. Mais comme j'ai pas un temps énorme, c'est ce que je vous expliquais en introduction très naturelle de mon premier vidéo, quand j'ai vu que ça n'enregistrait pas sur ma caméra. Aujourd'hui, il fait très beau. J'ai énormément de choses à faire en fin de semaine. Je suis très, très, très dans le jus. Puis, je vous avais dit notamment là, que sur mes fichiers Facebook, là, je ferais un addendum erratum. Hein, c'est-à-dire que ça se peut que pendant que je vous parle, il y a des informations que je perde ou que je me trompe, que je fasse une erreur, comme je suis toute seule, j'ai pas de recherchiste, etc. Donc, je faisais ça là, pour amener des précisions. Je veux que vous sachiez que je peux le faire, que ça serait bien de le faire, mais qu'en ce moment, j'ai pas nécessairement les moyens financiers et le temps de le faire. Donc, réécouter un live qui dure 1 heure, faut que je l'arrête, faut que je prenne des notes, tout ça, ça peut prendre du temps. Donc, j'irai pas nécessairement dans ce sens-là aujourd'hui parce que ce ne sera pas possible pour moi. Mais sachez que je suis consciente que je suis imparfaite, que je fais des erreurs, qu'il me manque des informations, que je peux faire des lapsus, que je peux me tromper. J'ai souvent tendance à être un peu dyslexique, là, dans le sens que j'inverse gauche-droite, là, un peu, des fois. Donc, si je fais des erreurs de ce type-là, je vous en prie, je veux dire, soyez-en conscients. Je ne vous demande pas de me pardonner, mais je vous demande au moins d'en être conscient. Je voulais aussi vous dire concernant des choses que je vous ai dit en introduction la semaine passée. J'achève de faire des introductions très très longues sur le pourquoi et le comment de ma démarche, là, sur ma démarche artistique, si on peut dire. Je vous ai parlé des types de textes. Je vous ai pas parlé du type de texte argumentatif parce que je donnais des exemples comme ça. Puis quand j'ai terminé mon live, je me suis dit, j'ai pas mentionné le type de texte argumentatif. Alors c'est sûr que quand on fait du commentaire, on fait de l'argumentatif aussi. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'avant, on parlait pas de type de texte, on parlait de type de discours. On parlait de discours argumentatif, puis on parlait de discours expressif, rappelez-vous. Puis par exemple, la poésie, ça fait partie du discours expressif. Alors je voulais dire que moi, le cadre dans lequel j'ai envie de m'inscrire, c'est plus de l'expressif que de l'argumentatif. Comprenez-vous? C'est pas de l'intellectuel pur et dur. Puis je veux pas avoir à justifier chaque chose que je dis parce que je le ressens. Parce que je suis une femme, parce que j'ai des émotions, parce que je suis une citoyenne. Je prends la parole citoyenne. D'ailleurs, j'ai appelé mon live d'aujourd'hui la parole citoyenne. Et donc, c'est dans ce sens-là que je la prends. La seule chose que je peux essayer de faire, c'est d'être transparente.
Alors, je peux pas vous promettre la transparence absolue, mais j'avais écrit dans dans mon ancienne page YouTube translucide sur le web. C'était un peu mon slogan. Donc, mon but, c'était d'être transparente au point d'être translucide, au point qu'on voit à travers, en fait, ce que je disais. Donc, c'est toujours mon intention. Comme je vous disais, il y a parfois certaines contraintes. Alors, il n'y a pas juste Alexa Lavoie qui aurait besoin de bodyguard là, pour sortir de chez elle. Pour ma part, j'ai eu plusieurs menaces, des menaces de me couper les deux bras, des menaces de feu, des menaces, des clous devant mes roues de véhicule. Bon, alors toutes sortes de menaces qu'on appelle du langage révocable. Alors, je vous ai parlé du livre de Jean-François Guéraud la semaine passée, Les sociétés du silence, l'invisibilité du crime organisé. Donc, c'est sûr que les menaces, on ne peut jamais prouver qu'elles sont vraiment des menaces ou de qui elles viennent. Mais à un moment donné, par accumulation de preuves, on finit par en déduire que, comment je pourrais dire, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls pour le meilleur et pour le pire. Alors, je vais appeler ce thème aujourd'hui, la parole citoyenne, pour le meilleur et pour le pire. Je ne sais pas si c'est mon inspiration du jour. Pour dire que aujourd'hui, c'est pas l'idéal, les conditions dans lesquelles je m'exprime, mais j'ai décidé quand même de prendre la parole ici, comme ça, sur Facebook. Donc, je ne vais pas emmerder mes amis, je voulais faire une page à part. Comprenez-vous, je voulais faire une page à part. Je ne vais pas parler sur ma page personnelle. Mais là, pour le moment, étant donné qu'on fait du shadowban avec ma page, j'ai pas nécessairement le loisir là, de parler sur ma page. Je voulais d'ailleurs mentionner ça, hein, parce que vous savez que, il est possible de modifier là, la visibilité de certaines choses sur Facebook. Hein. J'en ai parlé, je l'ai mentionné il y a quelques semaines. C'est ce que moi je vois sur ma page Facebook, c'est pas nécessairement ce que vous voyez sur votre page Facebook. Alors ça se peut qu'il y ait un commentaire que je vois que vous ne voyez pas et vice versa. Et c'est arrivé 3 fois cette semaine que des choses que je regardais, que je trouvais importantes ou intéressantes, que je voulais soit republier sur ma page ou que je voulais réécouter pour prendre des notes plus en profondeur, disparaissent. T'sais. Par exemple, j'ai regardé Infoman sur Paul Saint-Pierre Plamondon. Il y avait là Jean-René Dufort qui commentait là, quelque chose de très intéressant sur Paul Saint-Pierre Plamondon qui disait votre combat est noble, mais là, 3 petits points parce que j'ai pas pris en note, puis j'ai pas republié, puis j'ai plus accès à ce fichier vidéo-là. Donc, on disait quelque chose comme, tu sais, parce que Paul Saint-Pierre Plamondon avait dit que Charles Miard, dans un point de presse d'une trentaine de minutes, parlait que de lui de façon négative. Et là, Jean-René Dufort l'a corrigé en calculant les choses de façon très scientifique. Hein. Jean-René Dufort est bon là-dedans, l'approche scientifique. Et il disait, dans le fond, sur 29 minutes, il y avait 1 minute qui était consacrée à Paul Saint-Pierre Plamondon, ce qui faisait 3,4% de contenu qui le concernait. Donc, il disait, soyez rigoureux, autrement dit, soyez honnête intellectuellement. T'sais, votre combat est noble, mais vos méthodes sont parfois douteuses. Bon, je ne me rappelle plus des mots exacts qu'a utilisé Jean-René Dufort, mais ceci dit, c'était une des choses les plus intelligentes que j'ai entendues dans l'actualité cette semaine. Puis, j'aime beaucoup Jean-René Dufort, je le trouve intelligent. Puis, je pense que le maire, pas le maire, le premier ministre Legault lui avait dit t'es important pour l'actualité, pour le journaliste, pour la société québécoise. Puis, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que Jean-René Dufort, c'est une personne vraiment importante pour l'actualité. Mais ceci dit, j'ai plus accès à son fichier audio, vidéo, puis je le trouve plus là, sur les médias sociaux non plus, ni à Jean-René Dufort, ni à Infoman. Donc, c'est arrivé plusieurs fois cette semaine. Là. Il y a eu aussi un segment là, de Marceau avec, je pense que c'était Rémi Villemur là, qui parlait, entre autres, du ménage dans la ville. Puis, de PSPP là, qui allait tenir son bout. Bon, ça a été publié sur Facebook. Quand j'ai vu le segment, j'ai voulu le republier ou j'ai voulu le commenter. Puis, oups, si je le fais pas immédiatement, si je le publie pas immédiatement, il disparaît. De ma vue. Donc, c'est arrivé 3 fois ça cette semaine. J'ai publié des commentaires sur la page Facebook de Marceau. Ces commentaires-là sont disparus pour moi. Donc, j'ai pas la certitude que ces commentaires-là vont être là. Le live que j'enregistre là sur Facebook, j'ai pas la certitude que vous allez le voir. Donc, il y a beaucoup comme ça de manipulations informatiques qui peuvent faire en sorte que l'algorithme nous montre ou ne nous montre pas certaines choses. Et entre autres, il peut booster les vues de certaines personnes, puis downgrader les vues d'autres. Alors, même si apparemment j'ai seulement 15 followers sur ma page, bien, j'ai quand même certains indices là,
il y a certaines personnes qui ont entendu ce que j'avais dit, mais j'ai pas de preuve non plus de ça. Donc, pour l'instant, ben, on y va comme ça, comme je vous dis. Mais c'est sûr que ça me préoccupe de voir ce matin que lorsque j'ouvre ma caméra pour enregistrer ma prise de parole, bien, j'ai pas accès. OK, j'ai pas accès à ma caméra ce matin. Bon, alors c'est comme ça. Et ben, comme disait Mark Carney à Davos, l'ancien monde est mort. Hein? Alors, il faut fonctionner avec les nouvelles réalités. Et d'ailleurs, parlant de Mark Carney, cette semaine, ben, il parlait encore là, de nos forces qui sont devenues nos faiblesses. J'ai commenté en disant que peut-être qu'il devrait arrêter de marteler le même message. Mais cette semaine, je me suis intéressée justement au discours, à l'analyse discursive. Bon, j'ai fait un cours d'analyse discursive à l'université, mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. L'analyse discursive, l'analyse textuelle. Donc, c'est une approche aussi que je veux prendre. On est encore en introduction. Donc, tu sais, si on pense par exemple à Éric Duhem ou à Paul Saint-Pierre Plamondon, qui nous parle toujours, lui, de gaspillage du fédéral, par exemple, s'il va nous marteler certaines choses. Bon, QS aussi, ils ont leur discours. Bon, tous les partis politiques, tous les leaders, ils ont un discours. Les médias aussi ont un discours, en tout cas, comment dire, oui, ils ont un discours, ils favorisent ou ils répliquent certains discours, certaines postures. Mais bon, cette semaine, je me suis intéressée un peu à ça, puis éventuellement, quand j'aurai le temps, là, je vous parlerai un peu plus de certaines choses, là, comme par exemple l'intertextualité ou la polyphonie ou des concepts plus théoriques. Alors, tu sais, il y aura peut-être aussi dans cette prise de parole-là là, certaines choses théoriques qui seront amenées d'une manière un peu quand même légère. Là. Comme je l'ai dit, moi, je fais de la formation, entre autres, populaire. Donc, je veux rester là, à un niveau quand même au plancher des vaches, si on veut. Donc, j'ai plusieurs choses dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Là. Je vais vous faire un bref aperçu des choses que j'aimerais vous dire. Bon, encore une fois, c'est sûr que je parlais de PSPP cette semaine, encore plein de choses qu'il a dit, de Martineau qui a encore été pertinent cette semaine. Le conseil des ministres de Christine Fréchette, l'histoire de Mike Wiseman, l'ambassadeur à Washington, le nouvel ambassadeur. Puis, la chose sur laquelle j'ai porté quand même une certaine attention cette semaine, c'est l'article de The Atlantic sur Kash Patel, puis l'histoire de la poursuite, dans le fond, du directeur du FBI là, contre le journal The Atlantic, puis la journaliste Fitzpatrick, c'est quoi son prénom? Sarah Fitzpatrick. Ok, donc je me suis intéressée quand même à ça cette semaine. Bon, alors c'est un peu le genre de choses dont j'aimerais vous parler. Puis, juste pour en revenir à l'analyse discursive, là, j'ai fait imprimer ça pour... Tiens, si je le mets là, je sais pas si vous allez le voir. Hein, l'analyse discursive, c'est une méthode disciplinaire qui étudie le langage en contexte, en oral ou écrit, pour comprendre comment il construit le sens, les représentations et les rapports au pouvoir. Elle déconstruit le discours pour en relever les stratégies, le contexte de production et les impacts. Alors, c'est ça qui m'intéresse, le méta. Hein, le méta. Donc, comment le discours se construit, puis... qu'est-ce qu'on en dit? Alors, je sais pas trop par où commencer parce que, bon, comme vous voyez, j'ai plusieurs bugs. Ok, je suis pas à mon premier bug. C'est pas nécessairement, comment je pourrais dire, une surprise pour ma part. Mais reste que c'est quand même toujours un peu déstabilisant là, quand on se fait des plans puis qu'on se fait désorganiser. Donc, je me suis fait désorganiser ce matin, déjà en partant. Mais j'ai pas le temps, ok, de faire tout un résumé. Comment dire? Organisé. Ok, organisé. Parce que j'ai pas envie non plus de passer trop de temps à faire un ordre. Ok, alors je vous invite, vous, à prendre ça comme un brainstorming. Ok, il y a plein d'idées qui vont être véhiculées, mais il n'y a pas nécessairement un ordre préétabli, là, national, international, régional, local. Non. Bon, il y a des thèmes qui vont se dégager, mais à partir de là, c'est après qu'il faudrait faire l'organisation. Ok, donc je fais pas ce job-là. Dans mon contexte, je fais pas ce job-là. Ok, ça, c'est dit, je suis pas la recherchiste de Radio-Canada, mais je suis pas plus la recherchiste de Cube, puis je suis pas la recherchiste non plus de Boulevard. Alors, cette semaine, il y a Martineau qui a fait une publication disant que la recherchiste de Jean-Philippe Vautier lui faisait salut, lui disait salut.
Alors, je ne sais pas de qui il parlait exactement, mais pour ma part, je ne suis pas la recherchiste de personne. OK? Donc, je voulais que ça soit clair. J'ai eu des commentaires haineux de Marceau qui a republié le post de Martineau, là, puis j'ai fait un commentaire là-dessus, puis il m'a été très désagréable à ce sujet-là. Donc, bon, Marceau, je le connaissais pas, puis je le connais pas, puis je veux dire, il manque pas à ma vie pour l'instant. Et avec le genre de commentaires qu'il a fait, à mon avis, comment dire, il ne manquera à personne, à mon avis. Alors, il faut faire attention à ce qu'on dit des fois parce que, justement, Jean-Philippe Vautier finit par se ramasser en congé introspectif. Et à mon avis, il peut retourner réfléchir et continuer son cours d'empathie, son stage sur l'empathie là d'où il vient, à mon avis. Et donc, pour éclairer les choses avec Martineau, c'est pas lui que j'ai contacté pour faire une collaboration journalistique, simplement là, pour le clarifier. C'est une autre personne que les gens connaissent pas dans les médias, puis qui n'a rien à voir là, avec les gens de Radio-Canada, ceci dit. Alors, je sais qu'il peut y avoir toutes sortes de choses qui circulent sur toutes sortes de monde, mais si les gens ont des questions à poser à des personnes concernées, ben, elles doivent le faire directement. Et à ce sens-là, je pense pas que c'est en essayant d'alimenter une querelle qu'on va avancer dans la société. Alors, j'ai pas trop aimé la posture de Martineau qui dit à Radio-Canada, ben, si vous voulez jouer cochon, on va jouer cochon. C'est un peu bas de gamme, c'est un peu minable, c'est un peu misérable de se comporter de cette façon-là, toujours en essayant de se disputer. Hein, alors, cette semaine, quand je pensais à l'analyse discursive, justement, je pensais à la question de la discussion. Et discussion, ça vient de discutare, ok? Ça veut dire séparer, puis quittare, là, je me rappelle plus, j'avais demandé à ChatGPT. Je l'ai pris en capture d'écran, puis là, je peux pas peser sur pause parce que je t'enlève. Ok, ça veut dire séparer, ça veut dire battre. Ça veut dire, je l'ai pas vu, mais ça m'est revenu. Ça veut dire battre. Ok, d'après ce que j'ai demandé à ChatGPT, parce que j'ai demandé c'est quoi l'étymologie de la discussion. Parce que George Lakoff, le grand linguiste américain, ok, a déjà fait des analyses politiques, ok, que vous pourrez suivre, qui sont très intéressantes aussi, notamment à partir de la métaphore, là, la discussion c'est la guerre, hein, la discussion c'est la guerre. Il faisait une analogie entre la politique puis la métaphore conceptuelle. Alors la métaphore c'est sa théorie, on pourra en reparler éventuellement, là, j'ai pas mis ça à mon ordre du jour d'aujourd'hui de vous parler de George Lakoff, mais quand même, il était établi par Lakoff que discuter c'était faire la guerre, hein, dans l'inconscient collectif, autrement dit, dans notre cognitif, dans nos concepts cognitifs. Discuter, c'est se confronter, se battre. Alors, on a plein d'expressions dans la langue qui prouvent ça, comme par exemple détruire son adversaire, démolir un argument, gagner son point. Ok, alors c'est toujours comme une guerre, la discussion. Et moi, j'aime pas cette posture-là de discuter, de faire la guerre. Je préfère une posture de dialogue, ok, dialogue, de conversation, ok, de conversation, d'échange, que je trouve autrement plus constructif. Et à ce point, à ce sujet, je trouve que c'est Paul Saint-Pierre Plamondon le plus grand leader québécois, canadien de cette conversation. Ok, où on est capable de s'entendre, on est capable de s'écouter, on est capable de se parler, sans nécessairement essayer de jouer cochon. Hein? Alors, c'en est une expression qui confirme que la discussion, c'est la guerre, ou qu'il y a un jeu, hein? Il y a une espèce de jeu qui est plus ou moins sain, à mon avis, qui est très malsain, qui est très enfantin. Ok, ça dénote un manque de maturité intellectuelle de la part de Martineau. Ceci dit, ben, je suis un peu d'accord avec certaines choses qu'il dit. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont protégés. Je l'ai dit la semaine passée dans mon live quand je parlais des gens qui sont en prison. Alors, on va souvent dénigrer le pauvre type qui, je sais pas moi, a fait un cambriolage, par exemple. Ben, je veux dire, lui, il a aucune influence sur la société. Mais un type, voyez-vous, j'ai pas mis ça dans mon ordre du jour, mais je trouve ça important d'en parler, comme Vincent Bolloré, ok, qui a licencié son directeur, son éditeur, son PDG chez Grasset en France, ok? Vous pourrez aller voir à ce sujet-là, entre autres, là, la pétition, là, puis l'article de Dany Lafrenière qui parle de ça. Lui qui est un riche, ok? Un riche homme de l'extrême droite, de la droite,
OK, se retrouvent à avoir une espèce de monopole de la pensée. Ça me fait extrêmement peur. Ça, je trouve ça dangereux. Des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont beaucoup de pouvoir, puis qui peuvent influencer l'opinion publique d'une manière, comment je pourrais dire, d'une manière à corrompre et à acheter à cause justement de l'argent. Ben, j'ai de l'argent, toi, tu fais plus mon affaire, donc je te mets dehors, tu représentais une pluralité de points de vue, tu représentais une conversation, tu représentais un respect de la diversité, mais là, moi, je veux de la polarisation. OK, donc, ben là, ça polarise encore la société, puis cette polarisation-là, a fait en sorte que les gens en viennent à se détruire. Hein? Alors, si vous avez écouté cette semaine aussi le podcast de Stéphane Bureau, OK, qui interviewe Rémi Cofford, un journaliste du renseignement, spécialisé en renseignement, ben, il dit, entre autres, à un moment donné, que ben, la stratégie de l'adversaire, c'est de faire en sorte que ton adversaire se détruise. Bon, je vais aller chercher la capture d'écran que j'ai faite à ce sujet-là parce que, comme je vous dis, j'ai pas tout prévu ce que j'allais vous dire, donc, ce sera pas long, il faut que vous soyez patient, parce que là, il faut que je fasse l'animation pendant que je cherche, puis là, je trouve ça un peu désagréable. Bon, ça se peut que je trouve plus ma capture d'écran en question. Je l'ai publiée sur ma page. Bon, ma capture d'écran n'est pas là, évidemment. Je vais avoir l'air d'un clown. Je vais avoir l'air d'un clown à chaque fois que je vais essayer de dire quelque chose. Bon, OK. Cofford décrypte les logiques à l'œuvre dans les conflits actuels. OK. Entre autres, assassinats, ciblés, opérations psychologiques et infiltration. Les services secrets deviennent des acteurs centraux de la déstabilisation des États. Le but de la manœuvre, c'est que vos adversaires s'autodétruisent, résume-t-il, insistant sur l'importance de la peur et de la paranoïa comme arme stratégique. Okay? C'est très, très, très important, cette chose-là. Okay? Donc, si vous avez écouté ça, vous allez voir que l'intérêt de certaines personnes peut être que les nations s'autodétruisent. Alors, on ne pourrait pas dire avec certitude qu'on ne pourrait pas avancer certaines choses, mais je vous laisse vous faire vos propres hypothèses. Hein. Alors, on a le droit d'avoir quand même des hypothèses de recherche. Et je pense que le fait d'avoir des polarisations comme ça à l'extrême droite puis à l'extrême gauche, comme on a depuis la pandémie, entre autres, OK, là où, j'aurais énormément de choses à dire, mais comme je vous dis, j'ai des conflits d'intérêts. OK, j'ai des conflits d'intérêts. Donc, c'est ça, la polarisation du discours de l'extrême droite, OK, riche, capitaliste à l'extrême, ça, je trouve ça embêtant, OK? Bon, plus qu'un gars qui vole pour survivre, OK? Parce qu'il est pauvre, puis qu'il a été élevé par une mère pauvre, puis monoparentale, puis etc., etc., OK? Bon, alors, je disais donc ce serait bien d'être constructif, puis à ce sujet-là, je pense que un leader comme Paul Saint-Pierre Plamondon a fait quand même plusieurs gestes cette semaine, récemment, pour ouvrir ce dialogue-là. On l'a dit, il n'est pas sans intérêt envers la droite. Hein. Alors là, il est allé à Olivier Primo. Bon, là, c'est comme un peu la cerise sur le Sunday pour moi. Il est allé à Rebel News, puis là, il s'en va parler à Olivier Primo. Bon. Je le suis, Olivier Primo, parce qu'à un moment donné, il m'a été suggéré quelque chose qu'il avait dit, puis probablement que ce jour-là, l'algorithme avait compris que ça allait m'intéresser ce qu'il avait dit, donc j'avais liké son commentaire, puis j'avais décidé de le suivre parce que les autres le suivaient. Alors, ça revient à ce que je vous disais au début. Pourquoi je suis Olivier Primo? C'est parce qu'il y a 225 000 followers, donc je me dis, faudrait le suivre parce que les autres le suivent. Mais là, c'était un peu comme... je cherchais l'émission, là, il avait fait un peu une émission avec... c'était Gilbert Sicotte là, qui jouait le rôle d'un premier ministre. Là, puis c'était comme attendez, qui devenait premier ministre. Puis c'était comme un peu un imbécile, si je me trompe pas. Là. Vous rappelez-vous de cette série-là? Bon, c'est sûr que je vais essayer de vous chercher les choses, puis on va me mettre n'importe quoi. Là. Arlette, c'était pas pendant tout ça. Là. Télésérie. Je sais pas si vous savez à quoi je fais référence. Non, c'est pas ça. Bon, alors, tu sais, je peux pas tout prévoir, comme je vous dis, ce que je vais dire, là. Mais c'était une série dans laquelle, c'est ça, on voyait, là, une espèce de premier ministre un peu moron, là, qui se ramassait à la tête d'un pays, genre. Mais dans le fond, c'est un insignifiant. Alors, vous m'excuserez, je vous ai dit que j'allais vous exprimer ce que je pense, mais à première vue, de ce que j'entends,
OK, de ce que j'ai vu à son podcast, que je suis pas capable d'écouter à cause du ton, à cause de l'attitude, à cause de la manière. OK, moi, excusez-moi, Olivier Primo, il est aussi profond qu'une flaque d'eau. Moi, c'est le même que je le perçois, Olivier Primo. Je suis désolée. Je suis désolée pour lui. Il a beau avoir 225 000 followers, puis j'ai beau en avoir en apparence 15. OK? Moi, personnellement, il est aussi profond qu'une flaque d'eau. Puis, de le voir, OK? Avec Paul Saint-Pierre Plamondon, essayer d'être chumé. OK? On n'a pas un Saint-Pierre Plamondon qui essaie d'être chumé. Puis là, c'est comme des grands chums, des grands amis. Ça, je suis moins à l'aise. Je suis vraiment moins à l'aise. OK? Mais quand même, je trouve ça bien que Paul Saint-Pierre Plamondon se prête au jeu d'une certaine façon, mais jusqu'à un certain point. Alors, je suis d'accord avec Tasha Kiridine, si je me rappelle bien de son nom, si je cite pas mal son nom. OK, qui disait que c'est une chose de parler aux gens, mais c'est une chose de faire des éloges. Alors là, Paul Saint-Pierre Plamondon, il essaie d'être cool. OK, puis il rentre un peu dans cette idée-là là, de plaire à la masse. Là. C'est populiste un peu, c'est... J'aime pas cette attitude-là de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon. Alors, j'ai décidé de retirer de toute façon mon invitation que j'avais formulée là, comme ça, qu'un jour j'aimerais bien l'interviewer, mais j'ai quand même des questions à lui poser. Puis, j'ai décidé de les lancer comme ça sur, comme une bouteille à la mer. Hein. Moi, je pourrais appeler ça de même aussi, mon segment, une bouteille à la mer. Hein. Et là, Paul Saint-Pierre Plamondon pourra avoir le loisir de répondre à quand et où et comment il le voudra bien. OK, sans nécessairement qu'on ait à se parler, en face à face. Pas que je veux pas y parler en face à face, mais pour l'instant, je suis un peu mal à l'aise avec ce qu'il fait. Puis moi, je voudrais pas être dans cette catégorie-là. Alors ça, c'est une des raisons pour laquelle je n'interviewe pas. Je vais être obligée, là, en ce moment-ci, de me ranger plus avec comment dire, bon, je vais pas vous donner mon opinion là-dessus, mais je suis pas à l'aise. Là. Olivier Primo, ce matin ou récemment, là, ces derniers jours-ci, il y a une lettre d'opinion dans le journal de Montréal, OK? Puis est-ce que ça vient vraiment de lui, là, l'initiative de ça, ou quelqu'un est venu le voir, puis on lui a dit hey, ça te tenterait-tu d'écrire un texte là-dessus? Puis là, c'est pas vraiment lui. Ça vient-tu vraiment de lui? C'est-tu le un matin? Puis non, tu sais, il a comme été pris un peu, là, puis monté un peu là, dans la hiérarchie sociale, là. Puis moi, Olivier Primo, c'est vraiment pas mon favori, je vous le dis. Puis je suis pas capable d'écouter l'émission. Je suis pas capable d'écouter son podcast. Fait que hier, la semaine passée, je vous ai dit quelque chose. Je vous ai dit, moi, mon point de vue, c'est simple. Tant que je peux entendre ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a à dire, je m'en fous un peu à qui il parle. Mais finalement, c'est pas vraiment vrai ce que je vous dis. Je suis allée trop loin en disant ça, en fait, parce que ça me met mal à l'aise qu'il parle à quelqu'un sur ce ton-là, puis lui, il est tellement insignifiant dans ses interventions, puis quand il coupe, je peux pas croire que Paul Saint-Pierre Plamondon, il a pas envie de dire « tu m'y insultes, là, genre, je suis en train vraiment de te parler ». Je trouve pas que c'est un grand génie. Ceci dit, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vais sûrement me faire démolir là, suite à ce genre de commentaires-là. Mais c'est ce que je pense. Alors là, les médias n'oseront pas dire qu'il est à Olivier Primo, parce qu'Olivier Primo, il a 225 000 followers, puis c'est comme la droite, là, la montée de la droite conspirationniste là, qui l'emporte. Là. J'exagère à peine. OK? Donc, ceci dit, OK? Paul Saint-Pierre Plamondon, j'avais beaucoup de choses à dire sur lui cette semaine. Entre autres, il a fait un segment sur le hockey. Je faisais ça à Paul Larocque. Je pense que c'est avec Paul Larocque. Sérieusement, mettons que tu sais pas c'est qui le gars. Ok, tu sais pas que c'est genre le candidat le plus propice à être le prochain premier ministre. Ok, lui, il parle de hockey de même. Il a l'air de n'importe quel commentateur sportif. Là. Tu sais pas là, que c'est pas un commentateur sportif. J'ai trouvé qu'il était vraiment, vraiment crédible dans le rôle. Quasiment, c'était épeurant. Là. Tu sais, j'étais comme, ok, genre, tu peux faire croire n'importe quoi à n'importe qui rendu là. Mais j'ai trouvé ça quand même drôle. J'ai beaucoup aimé son intervention sur les sondages. Alors, comme il était en tête dans les sondages, il a dit pensez-vous que je dépends là, des sondages du jour, autrement dit, là, des gens qui changent d'idée comme ils changent de bobette. Je vous l'ai dit depuis le début que les sondages allaient changer. Donc, je dépends pas des sondages pour être qui je suis puis aller au bout de mes idées. Ça, je trouve ça intègre. Mais par exemple, comme je vous nommais plus tôt, par rapport à ce que Infoman ont véhiculé, ce que Jean-René a dit
ben, j'avoue que des fois, je trouve qu'il n'est pas toujours honnête intellectuellement. Je l'ai dit la semaine passée quand je parlais de son gaspillage à Ottawa. Je comprends ce qu'il veut dire, mais quand même, je veux dire, on a des services aussi de la part du gouvernement fédéral. Là, on a de l'assurance-emploi, on a plein d'affaires du gouvernement fédéral. Il ne fait pas juste gaspiller notre argent non plus. Il faut amener à essayer d'être objectif et de rendre à César ce qui revient à César. Alors, c'est ça que je voulais dire sur Paul Saint-Pierre Plamondon, mais j'aurais autre chose à dire en lien avec, entre autres, Kash Patel, si j'arrive jusque-là. Ce matin. Je voulais dire un mot sur la mairesse Martinez, là, qui est allée à Penelope McQuaid pour parler de l'itinérance, entre autres, puis qui on voyait, là, les larmes qu'elle avait versées là, à propos de 2 itinérants là, qui sont décédés récemment. Elle les a nommés par leur prénom. J'ai pas leur prénom, malheureusement. Vous direz que je représente pas bien mes compatriotes itinérants. Mais j'ai trouvé ça vraiment le fun qu'elle les nomme. Et je me disais, j'ai même commenté en disant, ce serait bien qu'on ait des funérailles nationales pour les itinérants. C'est comme des orphelins. Ils appartiennent à la société, ces gens-là, d'une certaine manière. C'est bien que la société les reconnaisse. Mais c'est ça, j'ai trouvé ça des fois relaxant de savoir que il y avait des gens qui étaient comment je pourrais dire intéressés au point, touchés au point d'en verser des larmes. Ça me met un peu moins de pression que j'ai depuis 10 ans de dire c'est pas normal qu'on laisse mourir du monde dans la rue. Et la chose la plus intelligente que j'ai entendue cette semaine, à part Jean-René Dufort, c'est quand même Paul Saint-Pierre Plamondon qui l'a dit justement au podcast d'Olivier Primo, que j'ai pas été capable d'écouter au complet, mais comme je vous disais la semaine passée, des fois, même si c'est un insignifiant qui parle, lui peut dire des choses intelligentes quand même. Puis entre autres, il a dit que le 1,2 milliard qui avait été dépensé, gaspillé à sa clique, ça aurait pu sauver les itinérants. Là, alors imaginez-vous comment c'est sérieux cette affaire-là. Perdre 1,2 milliard pour des conneries, on aurait pu sauver les itinérants avec ça. Alors, il y avait des commentaires sur le post de Penelope avec Soraya qui disait c'est bien beau de s'émouvoir jusqu'aux larmes, mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Alors, il y a quand même ça aussi dans mon intervention. Il faut que ça arrête d'être dans le discours, il faut que ça se traduise dans des actions. Puis entre autres, j'allais mentionner là, que le maire Boivin du Saguenay était plus souvent à Ottawa que la mairesse Martinez, puis que ce serait bien qu'elle s'assoie avec Ottawa, puis qu'elle discute là, de la façon d'enrayer l'itinérance à Montréal, puis par le fait même, ça influencerait toutes les autres villes du Québec. Qui dépendent un peu du leadership, on va se le dire, de Montréal, parce que Montréal, c'est la ville qui est le plus touchée par l'itinérance, donc c'est normal que ça soit elle qui fasse le plus de choses là-dessus, mais la mairesse de Longueuil est plus active, à mon avis, sur l'itinérance qu'elle. Voilà, je vais prendre une grande respiration, peut-être une petite gorgée d'eau. 32 minutes. Ça avance vite, ça passe vite le temps. Mais comme je vous ai dit, ça fait pas mon affaire d'être en ligne sur ma page personnelle. C'est pas mon but. C'est pas ça que je veux. Ça fait pas mon affaire. Bon, juste un petit mot par rapport à Christine Fréchette et le Conseil des ministres, OK? D'abord, je voudrais dire que Sébastien Bouvet, là, lui qui dort en heure, là, essayait d'anticiper ça allait être quoi le Conseil des ministres. Ça, c'est le genre de journaliste, tu sais, je vous ai dit la semaine passée que je trouvais que Sébastien Bouvet c'est un bon journaliste, là, j'apporte une nuance, tu sais. C'est pour ça que je trouve ça délicat de dire quelqu'un il est bon, quelqu'un il est pas bon, quelqu'un il est bien, quelqu'un il est pas bien, parce que finalement, personne n'est parfait. Hein, je reviens encore avec mon concept des flat et round character. Hein, Sébastien Bouvet, c'est pas, je l'encense pas, je vais pas faire de clivage puis dire qu'il est bon, qu'il est pas bon, mais je trouve que c'est du journalisme un peu inutile. C'est du gaspillage d'argent, de fonds publics ou de fonds privés. D'essayer d'anticiper quelque chose qui va être annoncé incessamment. Là. Alors, on sait que Christine elle va annoncer son conseil des ministres le lundi ou le mardi. Puis là, le dimanche soir, puis le lundi soir, un tel va être ministre, puis un autre tel va être ministre. Puis ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est juste essayer d'avoir un scoop. Puis ça, c'est le journaliste que je trouve imbécile. Excusez-moi. Je dis pas que lui, c'en est un. Au contraire, je pense que c'est un gars intelligent, justement. Mais je pense que cette façon de faire du journalisme-là, c'est vraiment inutile. Et... bon, le Conseil des ministres, ça n'a pas plu aux journalistes, mais peu importe ce qui aurait été dit, ça aurait été repris par l'ennemi de la CAQ, que ce soit le PQ ou les autres, qui disent que finalement, c'est le statu quo, le Conseil des ministres. Bon.
Moi, sérieusement, là, je trouve ça tellement de perte de temps, toute cette entreprise-là, de nommer le Conseil des ministres, puis justement d'en faire une nouvelle extraordinaire, puis, tu sais, c'est parce qu'on est rendu au mois de mai, là, quasiment, là, OK? Puis là, il va y avoir des élections au mois d'octobre. Puis ça, c'est si les élections sont pas déclenchées avant, parce qu'il y a un autre scandale se produit au gouvernement, puis finalement, on décide de déclencher des élections au mois d'août, là. Je penserais pas, là, mais tu sais, elle a 5 mois à faire avec son conseil des ministres. Pensez-vous vraiment que c'est intelligent de remanier le gouvernement de fond en comble? Tu sais, je comprends que les gens veulent du changement, mais c'est pas là le changement, c'est au mois d'octobre. C'est pas le temps de faire un changement. Alors, à mon avis, Christine Fréchette a pris la bonne décision. Si c'est elle qui prend cette décision, si c'est pas l'autre, puis l'autre, puis l'autre en coulisses du contre-pouvoir, OK? Mais à mon avis, je pense que c'était la chose intelligente à faire. C'était de garder son noyau puis d'essayer de dire, ben, tu sais, il faut que les dossiers continuent à avancer. Si on passe 5 mois à faire un conseil des ministres différent pour finalement faire payer les Québécois encore au mois d'octobre pour avoir un autre conseil des ministres, que ce soit le sien ou celui de Charles Millard ou de Paul Saint-Pierre Plamondon, tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de rire des Québécois en faisant des conseils des ministres à 5 mois des élections provinciales. Tu sais, sérieusement. Alors moi, j'aime beaucoup son leadership à Christine Fréchette. Je vous l'ai dit, j'ai pas voté pour elle, mais il fallait voter, puis ben, je savais pas pour qui voter, donc je suis allée avec, comment je pourrais dire, un peu ce qui me sécurisait le plus. Hein. Bernard Drinville me sécurisait parce il avait été un bon père de famille. Là. C'est un peu comme ça que je me sentais avec lui. C'est un peu la continuité de François Legault, finalement. C'est un peu ça aussi, papy. C'est un peu papy numéro 2, mais moi, j'avais senti ça comme ça. Mais je trouve ça bien, là. Je veux dire, j'accepte la décision démocratique de moins de 20 000 Québécois. Mais j'aime beaucoup son leadership, on la voit qui parle à son conseil des ministres, elle a fait un post Facebook, j'aime beaucoup ce qu'elle dit, j'aime beaucoup son attitude, j'aime beaucoup son naturel, j'aime ça. Je trouve qu'elle est simple, je trouve qu'elle est souriante, j'aime vraiment beaucoup j'aime vraiment beaucoup, comment je pourrais dire, sa liberté, elle est légère, je sais pas, j'aime vraiment beaucoup le leadership, son attitude à Christine Fréchette. Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ses prises de parole que j'ai entendues, là. Bon, après, ben, ils se sont moqués un peu d'elle là, avec Olivier Nickel à la journée. Mais c'est ça, ils ont ri de son printemps, puis tout ça. Puis c'est vrai que c'était un peu drôle, mais il reste que j'ai beaucoup aimé Christine Fréchette cette semaine. Bon, je me répète. OK, bon, là, on va passer aux choses sérieuses. OK, je vous ai parlé de tout ce qu'il y avait sur cette page-là. OK, on va arriver à l'autre page. L'autre page. Bon, il y avait la question de Cash Patel. OK, mais avant de vous parler de ça, je vais vous parler un peu de la question de Mike Wiseman, là, le nouvel ambassadeur du Canada à Washington, okay, qui a écrit sa lettre d'invitation pour une réception seulement en anglais. Puis là, ça a fait beaucoup réagir. Puis là, entre autres, le premier ministre Carney, il a dit que c'était une erreur inacceptable, mais il avait pas l'air tellement convaincant, à mon avis. Mais il a dit qu'il fallait qu'il dise, puis l'autre s'est excusé, puis c'était ça qu'il fallait qu'il fasse. Bon, là, il a été question que c'était une erreur. It's an error. C'est ça qu'il a dit dans une prise de parole à l'Assemblée, au Parlement, que j'ai entendu, là. J'imagine que c'était pendant la période de questions, puis c'est à ça que je veux en venir, l'intervention d'Alexis Brunel-Duceppe, du Bloc québécois, le député de Lac-Saint-Jean. Entre autres, c'est ça, là. T'sais, il dit que c'est une erreur, mais pour moi, ça reste que c'est un manque de respect puis c'est un manque de considération. Alors, encore une fois, je dédie des choses que j'ai dit la semaine passée, mais c'est pour vous dire que tout n'est pas noir ou blanc, puis que... ok, ça vous fait penser à quelque chose. Puis que... on peut dire une chose et son contraire, là, puis ça continue à être vrai quand même, dans le sens que rien ni personne n'est parfait. Alors, la semaine passée, je vous disais que, ben, finalement, ils s'en foutent pas, les Canadiens, de nous, les francophones, puis tout ça. Mais avoir son attitude à Mike Wiseman, puis de la manière dont il parle, il est très, très, très méprisant, puis condescendant. Moi, je le sens comme ça, là, c'est mon impression. J'ai pas aimé son attitude, pantoute. Puis, dans la période de questions, ben, Alexis Brunel-Duceppe le questionne sur la gestion de l'offre. Puis, il répond d'une manière un peu froide et impersonnelle. Puis, il a l'air à trouver qu'Alexis Brunel-Duceppe, c'est un imbécile. Mais j'avoue qu'il dit... Je l'ai noté ailleurs. Attendez, il faut que je retrouve mes notes à quelque part. Là. Il dit que c'est irrelevant. Là. Je me rappelle plus exactement c'est quoi ces mots. Là. Faut que je trouve mes affaires. Là. Je suis souvent perdue dans mes papiers. J'ai trop de papiers. Il dit supply management is not on the table. Okay? Il dit que c'est pas relevant. Bon, je suis pas totalement en désaccord avec lui quand même. T'sais, je trouvais que Alexis Brunel
c'est vrai qu'il était pas nécessairement en train de comprendre exactement ce que l'autre disait, là, t'sais. J'étais comme pas sûre par rapport à cette discussion-là. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Je vous pose la question, finalement. Je pose la question, qu'est-ce que vous en pensez de cette conversation-là entre Alexis Brunel-Duceppe et Mike Wiseman en chambre? Donc, en tout cas, je sais pas, j'étais pas du côté des Anglais cette semaine, malgré que je comprends là, certaines choses à ce sujet. Bon, ok, ceci dit, bon, je vous ai parlé de Infoman. Ok, je vais finir avec Cash Patel. Il est quelle heure? 39. Je m'étais dit 1 heure aujourd'hui, mais comme je vous dis, j'ai commencé en retard parce que là, j'essayais de me figurer ce qui se passait avec ma caméra qui, mystérieusement, ne marche plus ce matin. Et, voilà, l'article, je vais sortir l'article, ok, que j'ai fait imprimer, ok, de Atlantic, qui s'appelle The FBI Director is MIA. Bon, je savais pas ce que ça voulait dire, MIA, ça veut dire Missing in Action. Bon, alors, en gros, là, on reproche à Cash Patel, ok, c'est ce qui a été véhiculé dans les médias, ok, de pas être à son affaire, entre autres, ok, de pas être là parce qu'il souffrirait d'alcoolisme, selon ce qui est véhiculé dans l'article. OK, puis là, ben, lui, il est poursuivi en diffamation. OK, ça, c'est en gros ce qui a été véhiculé dans les médias cette semaine. Bon, entre autres, j'ai écouté, là, à Cube, Paul Larocque, pas à Cube, j'ai écouté Paul Larocque et son invité, Guillaume Lavoie, qui est expert en politique canadienne. Donc, c'est eux autres qui m'ont alerté, là, sur cette situation-là. Puis après, je suis allée chercher les sources directement. Alors, j'invite à faire la même chose, hein, des fois, si vous êtes capable. Parce que là, c'est sûr, c'est un article de 14 pages en anglais. On n'a pas toujours la capacité linguistique ou le temps de le faire, mais moi j'ai pris le temps de le faire cette semaine. Puis bon, en lien avec ce que je vous ai dit tantôt, Rémi Coffer, ok, à Stéphane Bureau sur les renseignements. Ok, certaines personnes peuvent avoir intérêt à ce que d'autres personnes s'autodétruisent ou se détruisent, ok? Alors, qu'est-ce qui se passe réellement, ok, au FBI? Je le sais pas, ok? Mais je vais quand même vous expliquer comment que moi je perçois le discours, ok? Analyse discursive. Je fais des liens avec ce que je vous disais tantôt. Là. OK? Déjà, en entrée de jeu de l'article, on dit, bon, on parle d'une histoire, hein, parce que, bon, quand on fait du journalisme, on compte une histoire, on raconte une histoire, on commence comme ça notre sujet. Puis là, l'histoire, c'est Cash Patel qui arrive dans son bureau en se préparant pour la fin de semaine. Puis là, il y a de la misère à se connecter sur son ordinateur, sur le système interne. Puis là, tout à coup, il vient en panique. Puis, il est convaincu qu'il a été barré du système. Puis là, il devient stressé. Puis là, il annonce qu'il a été viré de la Maison-Blanche selon ce que des personnes ont dit. Et là, ben, deux personnes ont dit que son comportement, c'était freak out. OK, freaké. On connaît ça, on dit ça aussi en français. OK, que c'est un freak out. Alors déjà, en début d'article, on essaie de montrer le portrait de Cash Patel qui est freak out. OK, donc Cash Patel, c'est un freak. OK, c'est un freak qui est paranoïaque. OK, on dit plus loin, OK, que, bon, il est rightly paranoid. OK, on dit qu'il est rightly paranoid parce qu'effectivement, ben, on a dit il pensait qu'il allait perdre son emploi, mais effectivement, son emploi est réellement en jeu. Donc, pas vraiment de la paranoïa, puisqu'il y a des raisons d'être paranoïaque. OK? Et ça aussi, c'est un propos que Eric Coffer nous explique dans le podcast avec Stéphane Bureau. Il nous dit, ben, qu'il y a certaines méthodes, OK, des services secrets notamment, ben, qu'à un moment donné, installent la paranoïa. Parce qu'un surveille un surveille l'autre, un surveille l'autre, un surveille l'autre. Fait que c'est sûr que ça devient t'es paranoïaque. Parce que s'il y a effectivement 10 agents des services secrets qui te surveillent, mais ça se peut que la 11e personne, c'est pas un agent des services secrets, mais ça se peut que toi, tu soupçonnes de te surveiller. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, quand il y a des gens qui te surveillent pour de vrai, ben, ça crée une paranoïa. OK? Fait que c'est sûr que Cash Patel, il est paranoïaque. Je veux dire, ça prend un minimum d'empathie pour le directeur du FBI, OK? À gauche, à droite, au centre, m'en fous, OK? Bon, apparemment, il doit être à droite parce que là, c'est un ami, c'est un ex-ami, ou en tout cas, il a été choisi par le président Trump, mais ça, c'est une autre histoire, OK? Mais Cash Patel, OK, peut-être que lui, il y avait, comment je pourrais dire, un agenda qui ne plaisait pas à certaines personnes, OK? Peut-être qu'il y avait certaines personnes qui étaient dans l'intérêt que Cash Patel, il passe pour un fou, qu'il passe pour un erratic, OK? Qu'il passe pour un paranoïaque, OK? Un bullshitter ou whatever, OK? Bon, alors,
dès le début, c'est ça que je vous dis, on essaie de faire passer le personnage pour un imbécile. Peut-être que c'en est un, je veux pas le défendre. Je veux pas défendre quelqu'un qui... Bon, on va revenir à la question de l'alcoolisme, ok? On en a parlé avec Bruno Marchand, ok? Des alcooliques. Il fallait pas les insulter, les alcooliques. Moi, je suis une fille d'alcoolique, ok? Alors, j'ai beaucoup d'alcoolisme dans ma famille. Donc, je connais la problématique très bien. Puis, je pense que je suis pas la seule au Québec. L'alcoolisme au Québec, c'est répandu, ok? Comme les mouches noires l'été. OK, donc tout le monde est alcoolique au Québec. Donc là, on a un gars qui est alcoolique. Bon, je veux pas justifier son comportement d'alcoolisme. Je pense que quand tu as une telle responsabilité, ben effectivement, ça peut jouer contre toi à un moment donné, c'est sûr. Faut que tu sois straight, OK? Faut que tu sois straight, tu sais. Bon, là, il y a beaucoup de témoins anonymes, des gens à qui on a parlé, on sait pas c'est qui, bon, tout ça. Bon, qui ceci dit, est-ce que à un moment donné, c'est pas stressant au maximum d'être le directeur du FBI, puis ben, tu prends une bière la fin de semaine pour te calmer les nerfs, c'est comme une genre de médication pour lui, à mon avis. Ceci dit, je connais pas le gars, je connais pas le contexte, je connais pas si. Je sais que la journaliste, ok, Sarah Fitzpatrick, ben, son article qui a fait beaucoup parler, ok, on dit, ben, Atlantic, c'est une revue prestigieuse, c'est ça qu'il disait, Paul Larocque. Mais moi, c'est ça que j'aime pas. L'argument d'autorité, moi, j'ai jamais acheté ça, puis je l'achèterai pas, ok? J'achèterai pas l'argument d'autorité parce que tout à coup, c'est Atlantique qui le dit, donc ça doit être vrai. C'est la même hypocrisie, ok, qui fait que Gérald Filion dit que Alexandra Lavoie fait de la désinformation, alors que lui-même fait de la désinformation en parlant d'elle. Tu sais, je veux dire, c'est un peu délicat, comprenez-vous? Alors, c'est un peu délicat de dire, ben, parce que c'est The Atlantic, c'est donc prestigieux, donc c'est crédible, tu sais. Alors, je n'ai demandé la semaine passée, c'est quoi qui est crédible? C'est Olivier Primo. C'est lui qui est crédible dans le journal le matin, Olivier Primo. Je sais pas c'est quoi qui est crédible pour qui, là. Tu sais, il faut se poser la question, à mon avis. Mais c'est ça. Donc là, ben, une personne qui écrit un article à elle, ok, qui parle en je beaucoup, ok, il me dit ceci et il me dit cela. Bon, on voit qu'il y a des collaborateurs à l'article, mais il reste que c'est elle qui le signe. Ok, c'est elle qui est poursuivie par Kash Patel. Ok, bon, à mon avis, quand même, cherche à nuire à sa réputation. C'est pas objectif, parce que dès le début, on essaie de le faire passer pour un imbécile. T'sais, on essaie de le faire passer pour le gars qui freak out. Ben, moi, je le comprends, Kash Patel, sérieusement. C'est ceux qui pètent les plombs à un moment donné dans sa situation. Tu sais, quand t'en sais trop, quand t'as des ennemis, quand t'as des amis, quand t'as ci, quand t'as ça. Bon, c'est un peu normal, à mon avis. Bon, là, quand on dit, he is erratic, suspicious of others, ok? Erratic. J'ai pas traduit exactement erratic. On va demander une traduction à Google, mais je dis que j'ai de la misère à trouver des affaires dans Google quand je vous parle sur le coup. Erratic translation. Erratique. Bon, j'aurais dû dire erratique définition. Je sais bien que c'est un mot en français, erratique. Définition. On sait pas tout dans la vie. Adjectif désignant ce qui n'est pas fixe, instable. Ok, bon, c'est ça. Ils disent qu'il est instable, en gros. Ok, suspicious of others. Ok, il est paranoïaque, il suspecte les autres. Tu sais, c'est un peu normal, tu sais. Prone to jumping to conclusions before he has necessary evidence. Ok, il fait des conclusions sans avoir des preuves. L'invisibilité du crime organisé. Ok, les sociétés secrètes, t'en as pas de preuves. Tu comprends-tu? Tu trouves un clou devant ton auto un matin. Ben, ça peut être le vent qui l'a amené là, ça peut être quelqu'un qui l'a botté sans faire exprès. Mais les clous sont là-bas, puis là, t'as des clous devant ton auto, puis ils étaient pas là hier, puis t'as fait le ménage hier. C'est toi qui as sorti les poubelles, puis t'as ramassé en sortant les poubelles, t'as ramassé à la cour. Fait qu'il y en avait pas de clou parce que tu l'aurais vu. Mais là, il y a un clou. Ben, c'est-tu quelqu'un qui l'a mis là pour te faire une menace? Ou c'est dans ta tête. Comprenez-vous? Mais si à un moment donné, il y en a 50 qui font ça, c'est sûr que lui est rendu paranoïaque. Je veux pas le défendre, là, ceci dit. Mais, comme je vous ai dit, mon père est alcoolique, j'ai du monde alcoolique proche de moi. Je les aime quand même, les alcooliques. Il y en a plein dans la rue des alcooliques qui sont doux comme des agneaux, les alcooliques. Tu sais, en réalité, c'est des gens très doux, les alcooliques. Ok, alors, j'aime beaucoup les alcooliques. M'excuse de dire ça. Ok, j'ai une affection particulière. J'aimerais mieux que le président du FBI soit sobre, ok? J'aimerais mieux ça. Donc, pour moi, il y avait les 2 points, ok? Il y avait l'attitude de mauvaise foi de l'Atlantique, puis des soi-disant témoins, là, qui sont des 20 personnes qui peuvent être là absolument pour saboter sa réputation, là. Soyons clairs, là.
T'sais. Alors, c'est facile, OK? Lui, il peut être victime d'un complot, on va se le dire, là, ça existe les complots, ça existait dans l'histoire, ok? Alors ça se peut qu'il y ait des personnes qui ont intérêt, qui veulent sa tête à Cache-Patel. Bon, ben, il sabote sa réputation en arrière de lui. Bon, alors je vous ai dit que je vous reparlerais de Paul Saint-Pierre Plamondon en lien avec ça. Alors cette semaine, on a Paul Saint-Pierre Plamondon, ok, qui est leader dans les sondages. On a Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit, excusez, je regarde dehors en même temps, hein, je suis pas du même point de vue que la semaine passée, donc je vois ce qui se passe dehors. Il fait beau soleil. OK, donc on n'a pas Saint-Pierre Plamondon qui dit qu'il reculera pas sur le référendum. OK, d'un autre côté, Thomas Carney qui dit OK, ça vaut la peine de se battre pour le Canada. OK, puis là, tout à coup, Ottawa accuse PSPP d'être complotiste. J'ai écrit sur ma page Facebook, si vous l'avez vu, là, tu sais, 1 plus 1 fait 2. 1 plus 1 plus 1 fait 3, puis 1 plus 1 plus 1 plus 1 fait 4. T'sais, à un moment donné, il y a des gens à Ottawa qui ont intérêt que Paul Saint-Pierre Plamondon soit discrédité. Là, il s'en va parler à la droite, là, on va le traiter de complotiste. C'est pas tout un, tout l'autre. Moi, je suis pas tellement à l'aise avec ça, là, sa posture à Paul Saint-Pierre Plamondon, à Rebel News, puis à Primo Chomé avec la droite conspirationniste. Je suis pas tant... T'sais, moi aussi, je peux embarquer dans ce discours-là. T'sais, on essaie de rester au centre quand même. Faire la part des choses. Je fais juste une parenthèse pour dire Mathieu Bock-Côté cette semaine qui disait qu'il aimait mieux les gens qui se tenaient dans leur opinion que qui changeaient d'opinion au gré de l'autorité morale en place. Bon, l'autorité morale en place, pour moi, c'est Mike Carney en ce moment. Moi, je cherche pas à plaire à personne dans ça. Je cherche personnellement à dire ce que je pense. Mais ce que je pense, ça change puis ça évolue, là. T'sais, je veux dire, tout n'est pas noir ou blanc. Moi, je trouve que les gens qui s'enferment dans une position idéologique à gauche ou à droite, ils font fausse route. À mon avis, ils font fausse route. C'est la querelle, tu sais. On en arrive à gauche, à droite, on s'autodétruit. Alors, c'est une stratégie d'autodestruction, OK, qui fait en sorte que les populations sont plus en train d'avancer puis de construire, sont en train de se chicaner puis de se chamailler puis de se détruire. OK, alors là, c'est un peu ça. OK? Donc, on dit, je reviens à l'article, là, qu'il y a plusieurs douzaines de personnes qui ont été interviewées, mais on ne sait pas c'est qui, des anciens agents du FBI, bon, tout ça, etc. Bon, on dit qu'il est souvent en état d'ébriété, qu'il y a des absences inexpliquées. OK, he's known to drink. OK, il est connu pour boire. On cite, ça a été dit par Paul Larocque, là, avec sa gang, OK, qui avait été sous, là, à Las Vegas, là, dans le cadre d'un truc, là, avec des joueurs de hockey. Bon, vous irez voir sur Internet, là. Comme je vous ai dit, je fais pas du discours informatif, OK? Patel, bon, OK, breaching equipment. Bon, on dit qu'il était absent, qu'il était difficile à rejoindre, qu'on est obligé de pénétrer son appartement pour le réveiller parce que tellement qu'il dormait dur. Bon, on dit que son comportement personnel est une menace à la sécurité publique. Bon, est-ce que les gens sont capables d'adresser Cache-Patel puis sa réalité? C'est ça, je me demande. Est-ce que les gens sont capables d'adresser PSPP puis sa réalité? Comprenez-vous ce que je veux dire? PSPP, là, le gouvernement canadien puis ben d'autres gens peuvent avoir des intérêts à ce que Paul Saint-Pierre Plamondon soit discrédité. Le plus qu'on peut l'attaquer personnellement, OK? Des attaques personnelles, c'est plus de la discussion saine, c'est plus du débat intellectuel, là, c'est des attaques personnelles gratuites, comme j'en ai vu aujourd'hui, des affaires gratuites, qui n'ont rien à voir avec une position constructive, OK? Bon, alors là, on l'accuse aussi, OK? Patel, who had a record of embracing far-fetched conspiracy theories. OK, alors on accuse Kash Patel, le directeur du FBI, d'avoir des far-fetched conspiracy theories. Alors si toi, OK, t'es le leader d'un groupe criminel organisé, OK, qui fait du trafic humain, mettons, du trafic de drogue, du trafic d'armes, peu importe, OK? T'es un leader mondial du trafic, OK? Puis là, ce que tu veux, c'est que les gens ferment la boîte. Tu dis que les gens sont fous, tu dis que les gens sont conspirationnistes. OK, donc en leur disant qu'ils sont conspirationnistes, ça les discrédite. Si tu crois à la théorie du complot, tu crois, t'as pas des preuves, tu peux pas le dire que quelqu'un a mis un clou devant ton auto, hein, parce que il voulait te faire des menaces. Tu inventes des choses, t'as pas de preuves, tu comprends-tu? Donc t'es paranoïaque, donc t'es en délire de persécution, donc t'es complotiste, comprenez-vous? Alors c'est comme ça qu'on discrédite la parole des gens, tu sais. C'est comme ça qu'on discrédite la parole des gens. Ceci dit, je suis pas d'accord que
lui, il saoule la face, puis qu'il soit pas à job, puis tout ça, irregular presence at the FBI. Tu sais, finalement, pendant 14 pages, on dit tout le temps la même chose, là, s'il est difficile à rejoindre. Bon. Après, on dit qu'il y a earn reputation for acting impulsively during high stakes investigation. Bon, on le traite d'impulsif. Bon, encore une fois, il y a des gens qui ont certains tempéraments, tu sais, Paul Saint-Pierre Plamondon, il a un tempérament. Bon, alors moi, j'ai un tempérament impulsif. Alors, c'est sûr que je suis plus facile à faire péter les plombs que, ben, peut-être l'autre, Vincent Bolloré, je sais pas qui, c'est un exemple que je donne au hasard, comme ça, au pur hasard, ok? Alors, c'est sûr qu'il y a des gens, ok, qui sont psychopathes, qui n'ont pas d'émotion. Comprenez-vous ce que je veux dire? Lui, tu vois bien que c'est un être humain, là. C'est clair que c'est un être humain. T'sais, il peut pas être un être humain. Bon. Alors, comprenez-vous ce que je veux dire? Je suis pas d'accord avec la posture de prendre de l'alcool, mais je suis pas d'accord avec saboter sa réputation par en dessous pour essayer d'en faire un paranoïaque, complotiste, tu sais, puis discréditer toutes ses enquêtes. Après ça, ben, Cash Patel va dire, ben, un tel, c'est un pédophile qui lit d'un un réseau de prostitution. Ben non, c'est une théorie du complot. Fait que là, tu peux pas dire. Tu peux pas dire que tu soupçonnes du monde de faire du trafic humain, hein, d'exploiter les itinérants pour leur faire transporter des affaires dans leur sac à leur insu, mettons, tu sais. Bon. N'importe quel imbécile pourrait prendre mon auto pour transporter de la drogue parce que je voyage à la job, puis moi je suis pas au courant, puis j'ai l'air d'une imbécile. Comprenez-vous ce que je veux dire? Après ça, ils disent, ben elle a fait ci, elle a fait ça. C'est facile de détruire la réputation de quelqu'un sous base que la personne, ben, elle a une faille. Alors l'idée de ses adversaires, trouver la faille, okay, puis après ça, l'exploiter. Ben, cette fille-là, elle était dans la rue, donc c'est une pute, donc c'est une criminelle, donc c'est une paranoïaque, donc c'est n'importe quoi. Ce gars-là, Cash Patel, il boit, donc il est impulsif, donc il est erratique, donc il est dangereux. T'sais. Bon, j'ai souligné encore plusieurs choses dans l'article, là. Mais c'est ça que je voulais dire. Il y a un discours, ok? Il y a tout un discours anti et pro, ok? Qui fait tout le temps polariser les choses. Bon, ben, lui, il est conspirationniste. Bon, ben, PSPP est conspirationniste. C'est tellement ça, pas constructif dans une population mondiale, que je trouve pas qu'on soit constructif sur le plan planétaire, ok, de discréditer des gens. Ceci dit, ben, faudrait que Cash Patel, ok, il soit en poste. OK? Mais peut-être qu'il n'est pas capable d'être en poste. Comme moi, je ne suis pas capable de faire un live un matin. Tu sais, je ne suis pas capable d'enregistrer mon segment sur mon ordi. Puis je suis pas capable de faire d'autres choses. Puis je suis pas capable de faire d'autres choses. Puis je suis pas capable de faire d'autres choses. Puis je suis pas capable de faire d'autres choses. Comprenez-vous ce que je veux dire? Bon. Alors, c'est ça qu'il dit Jean-François Guéraud dans son livre, OK? L'invisibilité du crime organisé. OK? Je termine avec quoi? Il y a plein de choses que je vous ai pas dites la semaine passée. OK? Mais là, je vais m'arrêter comme ça pour ça. J'aurais aimé ça faire une petite conclusion, 2 minutes. Je trouve qu'une heure, c'est raisonnable. J'avais énormément de choses à faire aujourd'hui. Comme je vous dis, là, je vais accrocher le téléphone, OK, l'ordi, puis on verra ce que ça donne. Mais c'est ça. Servez-vous de votre tête. T'sais, à un moment donné, il faut arrêter de polariser les choses. Là, Olivier Primo, ben, pour moi, c'est un douchebag, mais c'est mon opinion, comprenez-vous? Ça veut pas dire que le gars, il n'y a rien d'important à dire, puis qu'il n'y a rien d'important à apporter. T'sais. Mais pour moi, comme je l'ai dit tantôt, et je signe, je persiste, ben, il y a la profondeur d'une flaque d'eau, à mon avis. Bon, ceci dit, son article, Libre Opinion, me touchait directement parce que c'est ça que je veux faire, OK? Me partir en affaires éventuellement à temps partiel, mais effectivement, ça peut être important de se pencher sur certaines questions concernant la bureaucratie. Mais il parle de la bureaucratie, Olivier Primo. C'est de ça que je vous dis que je ne vous parlerai pas de couper dans la bureaucratie. Parce que c'est comme... Pour moi, c'est un pion, Olivier Primo. Comprenez-vous ce que je veux dire? C'est un pion. Ils l'ont mis là pour... Comme ils ont mis le gars Gilbert Sicotte. Essayez de le trouver. Je sais pas si on serait capable de le trouver. On va écrire... je vais écrire dans quelle série Gilbert... Ben, il me semble que c'était ça, mais si vous savez de quoi je parle. Joue-t-il... Faut que j'écrive tout ça comme une imbécile. Joue-t-il le rôle d'un premier ministre? Je suis plus capable de faire des recherches avec des mots-clés.
Je sais pas s'ils vont comprendre PM. Arlette, le film québécois Arlette, ils sont bien tannants avec ça. En tout cas, je vais le trouver pendant que je vous parle, puis je vais le rajouter en erratum, addendum et autres. Bon, je voulais comme clore mon affaire en 60 minutes pile. Comme je veux taper mon 60 minutes. Je trouve que 60 minutes, c'est un beau temps, là. Hein, c'est assez. Donc, je sais pas comment j'ai eu accès à cet article-là, parce que je suis posée être abonnée. OK, puis j'ai réussi à avoir tout l'article, mais je n'étais pas capable de le télécharger. Fait que je l'ai fait tout en capture d'écran. OK, puis j'ai imprimé mes captures d'écran. Fait que c'est ça qui est ça. OK, bon, c'est assez. On va décanter tout ça. On va faire nos autres affaires. Mon cours de droit et éthique de la santé, j'ai un travail à faire qui vaut pour 15 points dans ma session. Puis j'ai 3 jours pour le faire. Aujourd'hui, demain, puis lundi. Fait que ceci dit, je vous souhaite du bon temps aujourd'hui. Il fait beau. On va terminer avec la météo au soleil aujourd'hui à Saguenay. Il fait exactement 13 degrés sur mon téléphone. Alors, je vous souhaite de profiter de la température. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine.